suggère un choix entre traduire ou enseigner dans une situation où il n'existe pas un héritage de textes philosophiques sur lesquels on peut s'appuyer et où on cherche à produire une langue philosophique à partir d'une langue qui non seulement n'est pas écrite au départ, n'a pas un alphabet écrit et qui également n'a pas suscité une tradition de textes philosophiques. Vous l'aurez compris, cette situation est celle de beaucoup d'entre nous ici en Afrique quand nous essayons de travailler dans nos langues nationales, de faire de la philosophie dans ces langues. Il peut apparaître tout de suite que quand on essaie de philosopher dans nos langues, en fait, nous cherchons à traduire des idées ou des concepts qui ont déjà été exprimés ailleurs dans des œuvres écrites dans d'autres langues, notamment les langues européennes. Donc, la question se pose de savoir si la traduction, finalement, n'est pas la voie la plus sûre dans l'entreprise d'invention d'une langue philosophique. Alors, je voudrais essayer de répondre à cette question centrale-là. Et dans un premier temps, je voudrais envisager ce que j'ai appelé la consécration de la traduction par l'expérience. Effectivement, si nous nous référons à l'histoire des idées, nous voyons que dans bien des cas, quand il s'est agi d'inventer une langue philosophique, on a eu souvent recours à des traductions à partir de textes existants déjà chez des auteurs plus anciens. Ce n'est pas moi qui le dis, Souleymane Bachir Ndiaye lui-même le rappelle dans son texte qui s'appelle « Des langues et de leurs rencontres en traduction », où il précise que, par exemple, Cicéron a contribué à l'apparition du latin philosophique en présentant les textes grecs, en s'appropriant les textes grecs. Également, il a donné des exemples dans le monde arabe au Moyen-Âge où les philosophes arabes ont pris sur eux de traduire des textes du grec et la traduction n'était pas acquise au départ puisqu'il y a eu des débats entre eux. Il rappelle notamment ce débat entre le grammairien Sirafi et le philosophe logicien Mata à propos de la traduction des textes grecs. Et récemment, au moment même où nous parlons, dans le monde asiatique, notamment au Japon et en Chine, il y a toujours un travail qui consiste à chercher à traduire les textes venant d'Europe pour alimenter la langue philosophique. Donc on peut dire que la traduction a un avantage particulier, renforcé par une tradition déjà existante. Et pour nous, en Afrique, il serait plus sage, si nous voulons susciter une langue philosophique dans nos langues nationales, de chercher à traduire, par exemple, Descartes, qui est moins compliqué que Kant ou Hegel, ou de traduire, par exemple, Rousseau. Cependant, il faut dire que la traduction, quand même, est une démarche qui se heurte à des limites. La principale limite, c'est la dépendance par rapport à la langue d'origine. Et quand on veut passer d'un texte en français, en allemand ou en anglais dans nos langues, on se heurte à l'obligation de produire un vocabulaire. Et devant la difficulté, on a tendance à recourir au néologisme. Les lexicologues distinguent le néologisme de forme qui consiste à inventer un mot complètement nouveau pour rendre une idée, et le néologisme de sens qui consiste à prendre un mot existant et à lui donner un nouveau sens. Il faut dire que la traduction en philosophie encourage beaucoup, et les traducteurs de Heidegger en sont les exemples les plus repoussants, à tout simplement reprendre une bonne partie du vocabulaire technique du texte d'origine pour le mettre dans le texte de la nouvelle langue. Évidemment, si nous procédons comme ça, en Afrique, nous n'allons pas réussir dans notre projet
qui consiste à vouloir susciter une langue philosophique à partir de nos langues nationales. Et surtout, il faut dire que le travail de traduction laisse peu de liberté au traducteur. Sa capacité d'invention n'est pas autant sollicitée que dans d'autres types d'exercices, parce que son invention est toujours encadrée par le texte de départ. Mais on peut se poser la question de savoir, est-ce que justement, en dehors de la traduction, malgré ses limites, il y a un autre chemin pour essayer d'inventer une langue philosophique à partir de nos langues nationales? La discussion de cette question va me conduire à envisager la seconde grande partie de mon propos, que j'ai intitulé « La libération de la pensée par l'invention dans l'enseignement ». Je commencerai par dire, effectivement, il existe une autre voie pour essayer d'inventer une langue philosophique à partir de nos langues nationales, une voie autre que la traduction. Et cette voie, je l'ai expérimentée moi-même depuis quelque temps. J'ai entrepris de donner des cours de philosophie dans ma langue maternelle qui est le moré, la langue la plus parlée au Burkina Faso. Mais on peut me dire, mais au fond, même ça, c'est une forme de traduction indirecte. Pour faire une leçon en moré, je suis obligé de convoquer des idées qui sont développées dans des œuvres, encore une fois chez Kant, particulière au génie de ma propre langue. Parce que je me suis rendu compte, en faisant cet exercice, que dans nos langues, il y a des associations, il y a des glissements conceptuels que nous pouvons faire qui ne peuvent pas se faire en français, en allemand ou en anglais. Tout comme, évidemment, il y a des choses qu'on peut dire plus facilement en français, en allemand et en anglais qu'on ne peut pas dire dans nos langues. Donc, l'entreprise d'enseigner directement dans nos langues nous rend sensibles au génie même de la langue. Et surtout, elle nous rend sensibles à une exigence importante dans le processus d'invention d'une langue, c'est l'accessibilité de la langue à inventer. Quand on veut philosopher dans nos langues nationales, il faut faire en sorte que la langue que nous allons produire soit accessible à ses locuteurs. Il ne s'agit pas de proposer un jargon complètement rebutant auquel celui qui parle nos langues ne comprend rien. Donc nous avons ce que j'appelle cette exigence de familiarité à respecter. Et cette exigence de familiarité nous oblige à développer un discours en employant des mots qui sont de prime abord accessibles aux locuteurs de nos langues. Mais accessible ne veut pas dire inconsistant, parce que dans le processus de développement de ce discours, nous sommes amenés à forger des concepts. Et ces concepts-là, ils naissent à partir de discours que nous élaborons, c'est-à-dire un mouvement de pensée cohérent, un enchaînement d'idées, et c'est à l'intérieur de cet enchaînement que chaque concept que nous utilisons trouve sa justification. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui veut enseigner directement en philosophie dans nos langues, évidemment, il invente des concepts, mais cette invention n'est pas une démarche arbitraire. Elle est soumise à des règles, j'ai parlé de la familiarité, mais elle est soumise aussi à la règle de la cohérence des idées qui sont développées et à celle même de la fécondité des concepts qui sont utilisés. Un concept doit être fécond pour justement apparaître pertinent. Mais la tâche de celui qui veut inventer une langue philosophique par l'enseignement est facilitée aussi par son auditoire. Parce que l'avantage du cours, c'est qu'il se fait devant un auditoire et l'auditoire est appelé à participer à l'élaboration du cours. Le cours est habité par un souci pédagogique qui passe par la médiation de la présence de l'auditoire. Et donc, quand nous voulons philosopher dans nos langues nationales, l'auditoire a un rôle important. Parce que les concepts que nous employons, eh bien, l'auditoire les teste en direct. C'est-à-dire que quand j'utilise un mot pour rendre une idée et que ce mot n'est pas pertinent, mes interlocuteurs le sentent. Et ils peuvent réagir en disant, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire
employer tel mot à la place de tel autre. Donc, cette interaction entre l'auditoire et l'enseignant permet effectivement de corriger les erreurs et d'arriver à dégager un langage conceptuel. Maintenant, ce langage conceptuel que nous dégageons, évidemment, peut être utilisé plus tard dans un travail de traduction. Et justement, on peut se poser la question de savoir si finalement, par-delà l'opposition que j'ai voulu suggérer entre la démarche de la traduction et celle de l'enseignement, il n'y a pas une complémentarité fondamentale entre les deux démarches. Je vais terminer par là, dans une troisième partie que j'ai intitulée « Une complémentarité incontestable ». C'est vrai que le travail de l'enseignement direct dans nos langues permet d'être attentif au génie de la langue et encourage l'activité d'invention. Mais dans la traduction aussi, il y a une part d'invention. Nous savons tous que la traduction, ce n'est jamais du mot à mot. Toute traduction mot à mot est forcément une mauvaise traduction. Surtout quand il s'agit d'un texte philosophique, on a besoin de s'approprier la pensée d'un auteur pour arriver à traduire cette pensée-là. Si vous n'avez jamais lu Kant, même si vous comprenez très bien l'allemand, vous ne pouvez pas traduire Kant. Donc, il y a un travail aussi d'appropriation de la pensée de l'auteur dans l'activité de traduction. Mais, évidemment, dans le travail d'enseignement, cette part d'invention est encore plus importante. Mais le travail d'enseignement permet de dégager des concepts et à partir de ces concepts-là, on peut avoir des indications plus tard pour essayer de traduire des auteurs. Ce qui est intéressant de relever, pour terminer, c'est que ce soit dans la traduction ou que ce soit par l'enseignement, le projet même de vouloir inventer une langue philosophique à partir de leur langue nationale se déploie à partir des postulats qui sont pris en compte aussi bien dans la traduction que dans l'enseignement. D'abord, le postulat que la pensée n'est jamais totalement prisonnière d'une langue, contrairement à ce que Heidegger disait. On peut philosopher en français comme on peut philosopher en wolof et en moré. Parce que dans une pensée, au-delà des mots, il y a une logique, il y a une cohérence des idées qui sont développées et c'est cette cohérence-là qu'on essaie de retrouver et le sens de tout mot est à retrouver inscrit à l'intérieur du mouvement global de la pensée. Ensuite, les deux démarches postulent la possibilité globale d'une communication entre les communautés humaines. Et cette possibilité est fondamentale et elle est à la base même de la démarche. Si on ne croit pas en cette possibilité, si on reste marqué par ce que Souleymane Bachir Ndiaye a appelé l'obscurantisme philologique, qui consiste à croire que certains textes ne doivent être dits que dans leur langue d'origine, notamment par exemple l'arabe ou le Coran, si on est habité par une telle conviction, on ne commencera ni à traduire, encore moins à chercher à enseigner dans nos langues nationales. Je vous remercie pour votre attention.